c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Je suis pour ce nouveau podcast avec Damien Chauveau, auteur de la série de jeux de société experts Ibris. Passionné par la Grèce antique, Damien a créé tout un univers mêlant mythologie et steampunk. Il est également fondateur de la maison d'édition Aurora Game Studio. Avec Ibris, le studio de jeux vidéo a sorti son premier jeu de société. Et quel jeu! Mélangeant plusieurs mécaniques avec une thématique forte, pose d'ouvriers, gestion de ressources, planification, affrontement, asymétrie, Ibris a trouvé son public. Au Festival international des jeux de Cannes, les tables étaient toujours pleines sur le stand d'Intrafine, où j'avais donné rendez-vous à Damien. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Damien Chauveau, auteur d'Ibris, mais pas que. Mais pas que, effectivement, oui, merci. Mais pas que, voilà, sur ce podcast, donc merci d'accepter. Merci de laisser la parole, c'est toujours chouette de parler de la création. Alors voilà, donc la création effectivement de tout un univers, c'est pas seulement un jeu, c'est un vrai univers, Ibris, qui a commencé déjà dans ta tête il y a des années. Il y a trop longtemps. Mais oui, comme on dit, c'est très juste. Nous, on dit qu'on fait des univers dans des boîtes. C'est exactement ça. Et Ibris, ça vient d'une frustration quand j'étais adolescent de l'idée d'un jeu vidéo sur l'univers de Saint Seiya, donc en français les Chevaliers du Zodiaque. Et nous avions fait un projet à l'époque qui était un jeu vidéo avec une équipe de personnes juste avant les années 2000, qui a gonflé après avec le temps. Et au final, les Japonais ont dit non. Vous ne pouvez pas travailler sur cet univers-là. Et de là, en fait, est née une frustration en disant mais on avait plein d'idées, plein de choses. On ne peut pas laisser tomber ça en jachère, en fait. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Aurora Game Studio a été créé. On a eu un autre projet de jeu qui s'appelait Ilios, qui était en fait comment reprendre l'univers de Saint Seiya, mais la nôtre, en fait. Et on allait beaucoup plus loin sur beaucoup plus d'accents. Et l'idée, c'était d'être déjà dans l'univers de la mythologie grecque. Voilà. La mythologie grecque qui te passionnait aussi, de base ? Depuis enfant, ça reste quelque chose qui me permet de m'évader, qui me permet d'avoir une imagination beaucoup plus fertile, de voir toutes ces histoires qui sont finalement des archétypes d'énormément de choses de notre propre être, en fait, tout simplement. Et c'est ultra excitant parce que c'est une matière juste incroyable. Alors comment on crée tout un univers comme ça, effectivement en partant de l'existant, mais en l'orientant vers aussi un petit peu de futurisme. Enfin, comment on développe, c'est des années de boulot. Comment tu t'y es pris Alors, ce qui est compliqué dans la création, c'est qu'il n'y a pas de règles au final, et que on a envie de raconter des choses. Moi, j'ai eu envie de raconter des choses d'une certaine façon, et pas que tout seul, parce qu'il y a aussi toute une partie de l'équipe d'Aurora, notamment Stefano qui a fait toute la direction artistique, qui était dès la jeunesse du projet, dans lequel on échange les idées, les concepts, et souvent on veut raconter quelque chose qui est beaucoup plus lointaine en profondeur que la surcouche que l'on voit. Par exemple, il y a une analogie très forte entre Ibris, là je fais un petit raccourci, et le monde que l'on vit. Par exemple, l'Aegis est une métaphore du pétrole et des ressources fossiles qu'on a dans notre vie quotidienne. L'Aegis, tu peux rappeler ce que c'est pour l'Aegis, effectivement, c'est le sang des primordiaux, c'est une énergie illimitée, mais le problème, c'est que pour la drainer, il faut sacrifier les primordiaux et les tuer, les ponctionner, en fait. Et ils sont un nombre limité. Donc voilà, tout ça veut dire qu'on avait des choses à raconter, des histoires à mettre, en prenant en toile de fond la mythologie, mais en se disant, si je pose des caméras dans d'autres axes, qu'est-ce qui est intéressant de voir ? Je prends un exemple très concret, si on prend vraiment l'Iliade et qu'on regarde toujours le point de vue des Troyens, on ne regarde jamais les choses du point de vue des Troyens, on regarde toujours les choses du point de vue des Achéens, d'Athènes. Mais là, il y a des choses intéressantes. On essaie de changer les perspectives et de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à raconter ? Il n'y a pas quelque chose de purement manichéen, en fait. Allons un peu plus loin. Et c'est comme ça que ça pose des fondations. Moi, ma façon de fonctionner et de travailler en game design, c'est ce qu'on appelle une approche top-down. C'est-à-dire que souvent, dans l'industrie, souvent qui vient du jeu vidéo d'ailleurs, on a deux approches. Soit, en fait, on vient des mécaniques de jeu et ensuite, on vient mettre un thème. Souvent, des fois, on peut ressentir des choses plaquées, c'est ce qu'on dit sur des jeux de société, en disant, finalement, le thème sert peu à peu, on va être honnête. Et moi, plutôt, ma façon de fonctionner, c'est une approche top-down qui va être, j'écris une histoire, je crée des personnages, je crée des intrigues, et à partir de là, je vais pouvoir sortir ce qu'on appelle des verbes en game design. Et les verbes, quand on joue, on fait toujours une action verbiale. Donc on va dire, je vais attaquer, je vais bouger, je vais fabriquer. Et donc à partir de là, il y a une cohérence naturelle qui va ressortir entre les lieux, entre les personnages, entre les actions. Et mécaniquement, les choses vont s'intégrer
se mettre en place. Et là, du coup, il y a un truc intéressant. Même un jeu qui peut être lourd, donc lourd dans le sens de complexe, expert, s'il est amené à travers le thème, on va avoir une facilité de compréhension. Et l'exemple le plus flagrant, c'est que nous, on a gagné le prix du Flip en prix public avec ce jeu, ce qui est complètement improbable, parce que le thème a tout drivé. Et par exemple, moi je faisais jouer des enfants et des familles qui sont normalement des joueurs d'Acropolis, des joueurs... C'est pas péjoratif, mais juste que là on est quand même sur quelque chose d'excessivement lourd. On ne ferait pas jouer un Lacerda, voilà. Et donc le truc qui était vraiment chouette, c'est que moi j'avais des enfants, ils y arrivaient super bien. Le lendemain, ils vont me voir, et monsieur, je suis allé voir Hades, j'ai lu sur Wikipédia la Kune, qu'est-ce que c'était. Et moi je suis super content, parce que du coup ça a donné la curiosité. Et la curiosité, c'est l'élément numéro 1 du game designer. Et c'est vrai que la thématique, voilà, il y avait cette thématique forte qui a été bien poussée. Oui. Et forcément qui parle tout de suite, on a tous des références en fait. Mécaniquement, on en a tous. Et là où c'est très intéressant, c'est que souvent le jeu expert, il ne vient pas par ce que j'appelle des éléments de l'Améritrash. L'Améritrash, qui est un genre propre, qui est le thème excessivement fort, et souvent c'est des jeux souvent plus à figurines, ce genre de choses. On a très peu ce genre de choses dans le jeu expert ou dans le jeu euro. Et finalement, on voit qu'en intégrant ça dans le jeu euro, on peut donner une facilité, on va dire, d'acquisition du jeu. Alors j'aurais peut-être dû le faire au tout début, mais je préfère qu'on le refasse quand même. C'est le pitch du jeu Ibris. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Qu'en fait, on l'a pas fait. On est tellement dans le bain ici. Ibris, finalement, c'est quoi Ibris, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans un univers donc mythologie grecque, comme vous avez pu le comprendre après toute cette discussion, dans un univers légèrement... nous, on appelle ça de l'Aegis Punk. C'est pas de la vapeur, c'est l'Aegis qui transforme ce côté un peu futuriste. Et donc, du coup, c'est un jeu de pose d'ouvriers avec une très forte asymétrie. Chaque dieu a sa propre façon de jouer. Et on va gagner soit à la fin de 6 tours au point de victoire, ou si on débloque l'intégralité de son plateau parce que ça y est, on devient un vrai dieu. Voilà, pour le pitch giga rapide. Super rapide parce que tu fais que ça depuis... Ouais, depuis trop longtemps. Mais non, c'est trop bien. Ok. Et ce qui est la force du jeu aussi, c'est toutes les mécaniques. Oui, effectivement, comme j'ai expliqué dans l'approche de top-down, zéro limite. Alors le problème de ça, c'est que financièrement, il faut le cadrer. Mais la force, c'est qu'aujourd'hui, on a un jeu qui, voilà, ça offre plein de trucs intéressants. Donc il y avait cette thématique forte. Et comment on est arrivé à ce premier proto et à le présenter aussi en 2019 Ouais. Alors pour ça, c'est très rigolo. Du coup, quand mon fils est né, j'ai eu beaucoup de temps à tuer la nuit. Et à partir de là, je suis plus fertile la nuit. Il y avait des choses qui sont sorties. La fatigue certainement aidant aussi, pas que. Grosse pensée pour ma femme aussi, parce que c'est très très dur pour elle. L'idée, c'était de se dire, maintenant, on va prototyper. Parce qu'au bout d'un moment, les idées, c'est bien. Mais il faut les jeter, il faut poser, se dire un stop. Parce que financièrement, on n'a pas encore parlé de tout cet aspect aussi logistique et entrepreneurial. Et de la prise de risque que ça demande. Mais l'idée, c'était de se dire, on y va et il faut qu'on trouve le prochain événement. Et le dossier pour envoyer au Protolab à Cannes se terminait une semaine après avoir vu le truc. Ok. Avec Rodrigue, on s'est dit, ok, on se fait une semaine non-stop là-dessus. Le prototype que vous avez dans l'artbook qui montre à quoi ressemblait le jeu en 2019 qu'on est venu à Cannes, on l'a fait en une semaine. Et on a envoyé ça avec les règles que j'ai rédigées une semaine en compilant toutes mes notes, etc. Et on a été sélectionné pour le proto. Et c'est comme ça qu'on est venu, et c'est comme ça que l'histoire commence, qui va mettre une pièce dans la machine. Et Protolab 2019, du coup. Protolab 2019. Okay. Et ensuite, donc, on s'est dit, on va au Flip. Donc, Flip de Parthenay, 2019, et on gagne le prix public. Juste dingue. Hyper encourageant. Et à partir de là, on se dit, mais en fait, maintenant, les gens, ils aiment ça, ils ont envie d'aller plus loin, etc. Et faisons-le, allons-y. On va aller sur Kickstarter. En fait, nous, on n'était même pas sûr de sortir le jeu. Mais on s'est dit, là, le public, on ne peut pas passer à côté de quelque chose comme ça. Parce qu'un jeu comme ça, c'est pas un jeu de cartes, quoi. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place financièrement, structurellement ? On n'a jamais fait de jet de plateau à l'échelle d'entreprise, voilà, toujours en plaisir ou autre. Du jeu vidéo, oui, mais pas ce genre de choses-là. Donc comment on fait, les process que l'on met en place, et même la communication que l'on met en place. Donc là, on a défini tous nos process à nous. Alors juste, c'est le premier jeu de société de la société d'Aurora Game Studio. Ok. Ouais. Voilà, d'accord. Sur tous les points, on a tout appris, la production, toutes les étapes, la validation, le contact avec les Chinois, le tooling pour les figurines, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ok. Donc on est 2019 après Parthenay, etc. Donc là, le Kickstarter, il démarre l'année suivante. Voilà, le Kickstarter démarre du coup en juillet 2020. On atteint un montant très intéressant pour nous, $180 000.
va commencer du coup un long travail. Alors, avant, on a fait tout un long travail on va dire, d'illustration, de rendre l'habillage sexy, en fait, hein, telle la vision que nous, on avait de la direction artistique qui était déjà définie par Stefano, notre directeur artistique. Et donc, il a fallu aller chercher les financements pour ça. Donc, on a fait beaucoup de fonds propres, mais on est aussi allé voir une banque en disant, voilà, nous, notre projet, c'est ça. Alors, vous nous connaissez, on fait de la prestation, on fait nanani. Mais comment faire pour aller là-dessus? Et il fallait leur expliquer que l'argent qu'ils allaient nous prêter, que nous on a demandé, ce n'était pas pour fabriquer le jeu. C'était pour le présenter avec la prise de risque qu'il y avait derrière. Ouais. Donc on a trouvé une banque qui a compris le concept et qui nous a dit banco, on y va. Et à partir de là, on a pu donc allouer ces fonds pour faire de la communication, envoyer des prototypes aux États-Unis, continuer le développement graphique, faire la page Kickstarter et préparer notre communication. Aucune garantie. Hein. Oui, parce qu'il fallait quand même avoir plusieurs prototypes pour pouvoir communiquer autour de ce Kickstarter. C'est ça. Ouais. Donc beaucoup de choses à mettre en place et le Kickstarter arrive, réussit au bout de 21 jours, on lève $180 000 et puis ensuite les pledge managers, etc. Et 1800 contributeurs un peu plus. Alors 1800 contributeurs à l'époque du KS et puis ensuite avec le pledge manager, on a plus que doublé en fait ce montant-là. Et donc le truc qui se passe, c'est que j'anticipe peut-être ta question, je suis désolé. Bon. T'inquiète. C'est qu'à ce moment-là, il faut mettre tout en place un planning pour faire entrer les gens progressivement. On est monté jusqu'à 13 artistes en même temps, alors que la direction artistique, tu as l'impression que c'est toujours une seule personne. Parce que là, on a mis en place des pipelines et des process qui viennent du jeu vidéo, du mieux que l'on pouvait pour le transposer au jeu de plateau. Engager les gens qui savaient faire des choses et pas prétendre qu'on savait les faire. Par exemple, l'écriture de livres de règles. Qu'on écrit du game design pour le jeu vidéo, c'est absolument un autre métier que l'écriture du livre des règles. Donc on avait besoin de l'expertise et l'expérience de quelqu'un pour ça. Ici, à l'occurrence, c'est Paul Grogan de Gaming Rules qui a écrit donc les règles. Enfin, coécrites, on les a écrites à 4 mains. Et ça, c'est des expériences extrêmement enrichissantes. Et donc, il fallait mettre tout ça sur un planning parce que l'argent, ça va vite. Surtout qu'on se mange le Covid, on se mange les augmentations de coûts, de transport, tout le pire qui s'est passé sur le premier projet. Et sur un projet hors norme, on l'a eu. Ouais. Et alors, combien de personnes ont travaillé autour de ce projet, finalement 13. 13, ouais. D'accord. Et en illustrateur, tu m'as dit? Eh bien, en illustrateur, on est monté à 8-9 en même temps. D'accord, oui, parce que c'est pareil, c'est quand même hyper riche. Ouais, on avait par exemple Tatiana qui s'occupait de beaucoup de Cara Design. En début de semaine, une semaine typique, comment c'était pour elle, parce qu'on manageait plusieurs personnes en parallèle. Je lui faisais un pitch de quel était le personnage, un décrit très très précis. Et ensuite, dans la semaine, il fallait sortir des concepts de ces personnages-là, donc 3 concepts, mais il fallait terminer de la semaine d'avant les cleans et les colorisations. Donc le rythme était assez effréné, mais donnait énormément de matière, donnait beaucoup d'envie parce que c'était très riche et ils avaient une liberté d'expression tout en ayant en même temps la bienveillance de Stefano dans la direction artistique qui était très très précis sur la façon de faire l'AEGIS, quelle était l'épaisseur de trait, le registre de couleurs. Donc tout était très très maîtrisé là-dessus. Et c'était vraiment chouette. Et puis il y avait une certaine émulation, j'imagine, quand tout le monde était à donf. Ouais. Moi je me souviens quand j'ai proposé des trucs pour Aphrodite, on m'a fait non, alors on peut pas faire ça. Enfin, et donc du coup c'est génial, c'est dire si on va y arriver et on va plein de brainstorm et c'est trop cool. Oui, parce qu'il y a aussi effectivement l'image que l'on a de l'histoire, enfin des statues, etc. Donc il faut faut que ça ressemble, mais pas que. Et l'idée c'est de briser des codes tout en gardant des attributs. Je pourrais prendre l'exemple d'Aphrodite parce que je crois qu'elle est ultra facile à comprendre. Aphrodite, c'est vraiment la sensualité charnelle, l'aspect même sexuel de la femme par la vision du prisme grec antique. Et je trouve ça, c'est plus possible aujourd'hui d'avoir dans ce monde une vision comme ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait dans Aphrodite, c'était pas ça, c'était qu'est-ce qu'elle véhiculait comme personnage. C'est un personnage du coup autour de la culture, une chanteuse qui a des émotions à faire passer, mais moi je voulais qu'elle ait toujours les yeux fermés et que son miroir montre elle les yeux ouverts en fait. Et que il y a plein de symbolisme là-dedans en fait, mais c'était de montrer que c'est bon quoi, tout le monde peut avoir des choses à dire et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas le dire en fait, qu'on peut pas l'exprimer. C'est le parallèle là-dessus, peut-être personne ne le verra, on s'en fiche, mais s'il y a quelque chose qui transpire de ça en fait, c'est cool de casser cet archétype en fait, qui est juste vieillissant et d'aller vers quelque chose d'autre quoi. Mais ce qui est super, c'est que chaque chose a un sens, en fait, c'est ça. Parce que tu dis peut-être effectivement personne ne le verra, mais c'est ce qui fait qu'au bout du compte, je pense tout fonctionne. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant dans le processus créatif, c'est qu'effectivement, chaque chose a été pensée, quoi. Et alors là, il y en a des détails.
Ça va très très loin sur les couvertures de jeux. Bon, bref. On va pas aller dans tous les détails parce qu'on aurait 3 heures de podcast. C'est ça, puis les gens sont peut-être fatigués d'entendre ça, donc bon. Ouais. Et alors, donc, ça y est, la campagne est financée. Oui. Comment ça se passe derrière pour lancer toute la production Un Donc, gros travail aussi, ça. Ouais, étape numéro 3, la production. Donc, trouver déjà le partenaire. Moi, je voulais travailler avec Longpack parce que il y avait des produits que j'avais de chez eux, comme Everdale, comme autres, des choses qualitatives qui me plaisaient. Le vrai nerf de la guerre, c'était l'aspect qualitatif de la figurine. Je suis un figuriniste, j'ai travaillé chez Games Workshop, mais globalement, l'état de l'art, de ce que l'on voulait par rapport au moment et à l'instant T, on avait quand même une direction artistique qui est assez propre, qui a un mélange des genres de gens comme nous qui venons avec de la culture franco-belge, de la culture manga, de la culture américaine. Et donc du coup, c'est quelque chose d'un melting pot en fait. Mais le jeu complet est un melting pot en fait, un mélange de genres. Et donc l'idée, c'était de se dire, ok, maintenant la production, il va falloir que les gens en face comprennent. Et c'est là où on apprend que les différentes usines sont là pour faire de l'usinage, pour fabriquer des choses. Donc il faut, en fait c'est simple, je vais résumer ça en une phrase. Tous les jours, un mail pour toujours dire les mêmes choses. Et tout ce qui était dit, il fallait le redéconstruire pour comprendre. Et nous, pour les figurines, pour les moules 9 figurines, ça a pris 7 mois. 7 mois parce que des choses qu'ils voulaient faire, nous disions non, c'est pas possible de faire comme ça. Et nous, on a dit si, c'est possible parce qu'on a les gens qui l'ont déjà fait par le passé. Donc, on va le faire comme ça. Et ouais, c'est un exercice. Faut pas lâcher, quoi. Imaginez ça sur tous les composants du jeu. Il y en a beaucoup. Sur chaque élément d'extension. Et vérifier, revérifier. C'est un travail. Titanesque. Voilà, c'est titanesque, c'est le mot. On a eu des sueurs froides, etc. Et l'une des meilleures qualités, la ténacité, quoi. Ouais, bah alors ça, alors si j'ai une seule qualité que je peux me dire, c'est que je suis obstiné, si on peut le dire comme ça, ou têtu. Mais par contre, je veux aller jusqu'au bout de l'idée. D'accord, donc résultat, combien de temps de production ? Alors le temps de production, au final, ça a mis 1 an et demi. Parce Pourquoi ? que bon, il y a eu le Covid, bien sûr. Et après, voilà, mais... donc on y va. La Chine, stratégie zéro Covid, 1 semaine sur 2, l'usine ferme. Puis ensuite, problème d'électricité en Chine, ils avaient un choix, soit ils coupaient l'électricité de temps à autre à la population ou aux usines. Parce que l'Australie n'envoyait pas du charbon pour pouvoir... Parce qu'ils ont des usines à charbon là-bas, hein. C'est complètement fou, en partie. Donc du coup, tous les mois, pendant 1 semaine, l'usine fermait. Parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc vous mettez ça, nous c'était dingue, mais ce temps-là on l'a utilisé pour quelque chose, on allait encore plus loin dans le projet. Parce qu'eux ils avaient besoin des fichiers qu'à un moment très loin en fait dans la prod, on validait plein de choses, le plus long c'était des figurines en fait. D'accord. Et tout l'aspect plastique, parce que du coup il faut faire des moules en métal, les moules en métal c'est à moitié sculpté à la main. Et donc voilà, donc du coup comment ça se passe ? On fait plein de playtests, on va plus loin, on fait plus d'illustrations, on augmente le tout, mais la problématique qu'on a c'est qu'en même temps on peut pas avoir de sample, donc on peut pas se rendre compte du physique que l'on fait. Je peux imprimer sur mon imprimante mais ça va rien avoir. Bien sûr. Donc il y a plein de choses où on a fait des erreurs, et encore je trouve que pour un premier jeu d'un premier éditeur on s'en sort plutôt pas mal, mais oui on a des erreurs, des choix bizarres, la police d'écriture trop petite, enfin il y a des choses comme ça qu'on ne referait plus et on va gagner cette expérience pour dire ok, on entend, on va régler ça pour le futur. Et donc tu reviens sur la production ? Sur la production, combien de temps avec tous ces aléas ? Eh bien 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. 1 an et demi. Ok. Voilà, qu'on va utiliser pour plein d'autres choses. Finalement, le retard du projet est lié bien sûr par rapport à son aspect gigantesque, mais surtout aussi par un aspect de production qui a fait que ça a été très long. Et les extensions, elles étaient déjà dans Kickstarter ou elles sont nées... D'accord. Okay. Ouais, en fait, j'ai tout développé en parallèle. Okay. C'est-à-dire que j'avais mon idée de base, j'avais déjà mes segments, comme on dit des fois dans la littérature, des chapitres qui étaient très prêts. Et donc après, c'était plus qu'à, si je disais ça avec graphiste, plus qu'à développer. Voilà. Ok. Donc les backers ont reçu Ibris à peu près quand ? Ils ont reçu Ibris en mi-janvier, voilà à peu près. Il reste encore tout l'aspect américain parce que y a tous les problèmes de transport et de logistique qui sont juste horribles et qui moi me foutent des nœuds dans le ventre de savoir que plein de gens ne peuvent pas encore l'avoir, mais on va réussir. Hein. Et donc du coup un super accueil du public, les gens sont contents, ils reçoivent quelque chose de complètement hors norme par rapport au prix. Et à la qualité du projet du jeu, donc ça c'est chouette. Et puis vient maintenant le moment où les gens déballent et peuvent vraiment tester. Et ça c'est chouette de voir. Et donc après le lien avec un Trafine, comment ça s'est goupillé ? Ouais, alors ça comment ça s'est fait ? C'est le Cannes de 2021 je crois. Enfin non 2020 parce que 2021 c'était fermé à cause du Covid je crois. C'est pas 2020 ? Ah oui 2020 juste avant le confinement. Oui c'est ça. Ok.
Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que les gens de la Coupe de France de Terraforming apparemment voient le jeu, en parlent à Jürgen de chez Intrafin. Ah, toi, tu dis Intrafin, toi. Ouais, je dis Intrafin, ouais. Alors, on a demandé l'autre jour à... Mais ils savent même pas eux comment il faut dire. Donc, Il m'a dit Intrafine. Ouais, ça dépend en ouais. fait s'ils parlent pour des Français ou pour C'est d'autres. ça. Et donc Intrafin, ce qui se passe, c'est qu'en 2020, Jürgen entend parler de ce projet. Et la coïncidence veut que moi, j'aille les voir aussi, pendant qu'on faisait en fait des démonstrations, pour essayer de rencontrer des gens, etc. Et donc je le croise, il me dit « Ah, tu es Damien, j'ai entendu parler de ton projet, enfin de votre projet, parce que c'est pas que moi, il y a toute une équipe derrière. » Et puis moi je dis « Bah moi j'aimerais bien voir, mais j'avoue que pour moi c'est ultra opaque, Intrafin, je comprends pas comment ça fonctionne, etc. etc. Bon je viens voir ton jeu. » Et donc ce qui est très rigolo, c'est qu'il vient, Jürgen il s'assoit, il regarde, il reste 2 minutes, il s'en va, il dit « Bah c'est bon. » Voilà. Et apparemment, ce que me disait Giordano et Intrafin, c'est jamais il a fait ça en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, le coup d'éclair de Zeus l'a frappé comme un coup de foudre. C'est ça, le coup de foudre. C'est trop rigolo parce que ça lui a plu. Et après on a discuté, le courant est bien passé. Nos philosophies, je pense, sont assez similaires et nos valeurs également. Et donc voilà, le truc commence comme ça. Et puis on rentre dans le travail de la distribution que je ne connais absolument pas. Donc savoir comment ça fonctionne pour comment vous achetez des jeux, comment on les livre, comment ça marche, comment se fait la communication. Donc là, on va se laisser guider aussi par leur métier, on ne va pas s'improviser distributeur. Et puis voilà, on partage ensemble nos trucs et on est content maintenant aujourd'hui du résultat parce que ça arrive en boutique le 27 janvier. On a vu, je trouve, une belle exposition, ça parle plutôt pas mal partout du projet, du jeu. Donc ça c'est quand même cool. Et il a fallu du coup rééditer forcément, en fait c'est que si reproduire, tu veux, enfin comment ça. Alors comment ça marche la Comment ça se production, passe, c'est que tu prépares les choses excessivement en avance. Ils te font des devis qui sont valables que quelques mois, mais en fait quand tu vas faire une impression, ça coûte tellement cher à imprimer que tout le monde va se mutualiser. Donc nous on imprime nos copies et Intrafin imprime ses copies. Le fait d'imprimer toutes nos copies ensemble réduit mécaniquement le coût de production. Et heureusement, parce que sans eux, très clairement, ça aurait été très compliqué. À cause du Covid, ça nous aurait mis dedans, on aurait dû demander aux gens une rallonge. Je pense qu'ils l'auraient accepté parce que le projet était déjà excessivement faible. Mais nous, on voulait éviter à mort ça. Donc parallèlement, en fait, il y a eu la production pour les backers en fait, et la production Intrafin. Voilà, ce que les backers ne savent pas, c'est que s'ils ont leur jeu aujourd'hui, c'est aussi grâce au fait qu'Intrafin achète, ça a payé de la prod. Donc de façon complètement fortuite, en fait, ça a permis aux gens d'avoir leur jeu. Okay. On aurait trouvé une autre solution, on aurait fait un autre emprunt ou on aurait demandé une rallonge, mais ça nous aurait mis dans une situation excessivement compliquée. Oui, mais ça a facilité les choses dans toute cette complexité. Ouais, c'est ça. Surtout lié au Covid. Et donc à peu près, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais combien d'exemplaires en fait du coup ont été produits pour... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je ne peux pas m'abstenir, mais en tout cas, il y en a un nombre substantiel. D'accord. Voilà, avec les extensions. Comme on a pu voir sur le salon ou dans les boutiques. Alors, donc il y a Ibris... Disordered Cosmos. Merci, c'est gentil de m'aider. Oui, existence perturbée en français. Voilà. Mais là on est juste devant Ibris Twilight Olympus. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà... Qu'est-ce que c'est ? Il y a déjà de la suite dans les idées. C'est rigolo parce qu'effectivement, de ta perspective et de beaucoup de gens, c'est déjà la suite. C'est un univers depuis 20 ans. Ce segment-là était prêt depuis très longtemps. En fait, Ibris, c'est une trilogie. C'était dans ton esprit déjà comme ça, il y a 20 ans. Enfin, ou je sais pas. Enfin, Oui, en fait, c'est comme c'était pour un jeu vidéo, ça couvrait beaucoup plus de choses très larges. Et en fait, quand on pense à Ibris Twilight in Olympus, qui va être la suite, je vais en parler très très brièvement, mais en fait, ce truc-là était déjà dans ma tête avant Ibris. D'accord. Le développement, je parle Ibris jeu de plateau, d'accord. Ok. Et donc, ce qu'il fallait, je me disais, non, mais les gens, ils vont pas comprendre si on fait pas l'introduction. Ibris, c'est l'introduction. Parle-nous quand même un peu de cet univers, ce nouvel univers qui arrivera. Ça se passe 150 ans après les événements de la dernière extension qui s'appelle Cataclysme de Ibris. En gros, pour faire un summary très très rapide, Chaos arrive, il veut reprendre tout l'Aegis, et là ils se rendent compte, les Olympiens, ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas, donc ils sont obligés de fabriquer des robots pour repousser en fait Chaos parce qu'il est trop puissant, donc ils utilisent vraiment tout l'Aegis qu'ils peuvent. Et ils y arrivent, et Chronos en fait va expliquer vraiment d'où ils viennent, et il va se sacrifier pour sauver ses enfants. Et Zeus est devant un choix devant lui qui est, je comprends que l'Aegis en fait est en train de tout ravager, tout détruire, donc soit j'arrête et on va faire autre chose avec les Olympiens, soit je n'arrête pas. Et ça se termine comme ça en fait. D'accord. Et en fait, là, il a fait un choix de ne pas arrêter. A priori. Et comme on l'a, c'est la métaphore par rapport à notre monde actuel, on pourrit la planète et on se pose pas la question en fait. Enfin si, certains se la posent, mais c'est pas la majorité qui... Mais pas suffisamment. Voilà.
Et oui, pas suffisamment. Et donc l'idée de celui-ci, c'est que ça se passe 150 ans après, et il reste un seul artefact d'Aegis, c'est ce que cherche Zeus. Il récupère tout, il n'y a plus de primordiaux, donc en gros, il reste que quelques barils de pétrole, en gros, pour schématiser. Et ben, l'artefact qu'il cherche, qui est l'œil de Nyx, qui est en fait l'élément sur le sous-titre de déjà le premier Ibris, qui était un foreshadowing pour la suite, et l'œil de Nyx. Et c'est ce qui a été utilisé pour fabriquer le mur impénétrable de Troie. Donc l'objet qu'il convoite est l'objet qui rend aussi la ville inviolable. Ok. Donc le paradoxe commence. Des gens vont jouer les Achéens, donc Zeus, etc., qui veulent récupérer ça derrière le mur de Troie de plusieurs façons, militaires, économiques ou infiltration. Et les Troyens, eux, doivent survivre 10 tours de jeu, donc qui sont 10 âges pour réussir à survivre, à gagner. Et on a les mystiques qui, eux, veulent comprendre pourquoi le sacrifice de Chronos et d'où ils viennent, pour gagner par l'omniscience, en essayant de négocier constamment avec les deux autres pour récupérer leurs connaissances et échanger leurs forces. Donc on a un rapport asymétrique très fort, et après ça ouvrira la voie vers le troisième opus. On a toujours la symétrie qui est forte. Ouais. Et là, on jouera un camp ou l'autre ? Oui, en fait ça peut se jouer à deux, qui joue un contre les Achéens, contre les Troyens, et les mystiques sont automatiques, à 3, mais on peut jouer jusqu'à 6 en équipe. 2 contre 1, 2 contre 2 contre 2, etc. etc. Et on n'a pas parlé de la qualité de. Enfin voilà, tu as parlé beaucoup aussi de la éditoriale, mais effectivement le résultat, c'est-à-dire que tous les plateaux, l'imbrication de tous les plateaux, la forme de certains plateaux, enfin voilà. Ouais. On a parlé des figurines, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça qui est original. On a pris plein de risques à tous les niveaux parce qu'on était nouveau. Et par exemple, les tuiles, les plateaux, ce qu'on n'avait pas conscience, c'est qu'il fallait que l'usine fabrique des moules en acier pour chaque chose qu'on a faite dans le jeu. Ouais. Parce que nous, on va faire 9 yeux. Très bien, 9 yeux. Oui, ils ont 9 plateaux différents. Pardon. C'est une aberration économique. Finalement, c'était la naïveté du projet de complètement. départ. Puis, même si on l'avait su, je pense qu'on aurait été jusqu'au bout parce qu'on veut notre singularité. Voilà. Bah, super. Et alors, sur le futur projet, c'en est où en fait Alors, développement. En gros, on est dans la partie où on va rendre ça beau maintenant. Donc, on va pousser les illustrations, on rentre dans les éléments de concept pour préparer un Kickstarter. Un Kickstarter qu'on a envie d'aller entre Intrafin et nous. Okay. Intrafin, une volonté, je parle pour eux là pour le coup, mais une volonté de comprendre comment on fabrique des jeux de plateau, la volonté d'avoir ses propres jeux de plateau également. Nous, on ne connaît pas trop le monde de la distribution, donc avoir un partenaire comme ça, c'est intéressant. Et puis entre nous, au lieu de demander à une banque X 1000 euros qu'on va rembourser pour faire quelque chose, pourquoi pas voir avec Intrafin, parce qu'ils pourraient gagner après ce retour en investissement également directement dans leur poche. Donc essayer de trouver des forces. Nous on paye du développement, eux ils payent de la communication, ils payent de la prod, nous on paye de la prod. Bref, de trouver c'est des deals pour que ça avance, tout simplement. Donc c'est parti pour être une histoire assez longue entre vous deux. Essayer de faire une coproduction comme finalement nous on le fait beaucoup dans le monde de l'animation, du jeu vidéo ou autre. Un petit jeu de portrait chinois rapide. Donc si tu étais un mode de jeu, tu serais un mode plutôt solo, coopératif, semi-coopératif plutôt. Semi-coopératif. Semi-coopératif, ouais. Mais pourquoi ? Parce que je trouve que c'est là où la tension peut être la plus intéressante. On a un objectif commun, mais un seul doit s'en sortir. Tu es un fan de Battlestar Galactica, okay. Voilà, j'adore ce jeu. Si tu étais une mécanique de jeu, alors pour le coup, il va falloir choisir. Le deck build. Okay. Ouais, le deck build, ça m'a obsédé pendant de nombreuses années. J'ai trouvé ça d'une élégance folle pour certains jeux. Notamment, certains Américains font ça très bien aussi. Il y a de très bons jeux français avec des mécaniques comme ça aussi, mais ouais, le deck building, clairement. Ok. Alors, si tu étais une thématique de jeu, un univers, mais autre que la Grèce antique, peut-être ? Eh bien, j'irais chercher, je pense... Ça, c'est un piège. J'aime tout, mais peut-être un côté un peu Twilight Imperium, un côté SF comme ça, ouais. Ok, plus science-fiction. Ouais, mais science-fiction dans le sens un peu fantaisiste. Ok. Et alors, si tu étais un illustrateur de jeu artistiquement, dans les choses que j'adore, c'est une excellente question. J'aime beaucoup ce que fait... c'est le directeur artistique de Cool Mini or Not qui a fait 8 par exemple, qui a fait Rising Sun, qui a fait Blood Rage. J'adore son style. C'est lui. Waouh. J'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais après, ouais. Écoute, merci beaucoup. Je termine juste par une dernière question, c'est savoir qui tu aimerais entendre à mon micro pour un prochain podcast. Waouh.
Qui j'aimerais entendre J'aimerais que ce soit pas forcément un Français. Bah pourquoi pas, allez, Ouais, bah, ça serait vraiment super intéressant. Mais moi, si, c'est dans des jeux très élégants que j'ai vus, ce seraient des personnes de chez Malia et Nicolas de chez Malia, qui est un des développeurs en fait, parce que Malia c'est un super projet de la boîte de jeu. Okay. Et c'est un projet complètement fou pour un truc français, un peu côté HeroQuest, livre dont vous êtes le héros, mais qui va super loin avec plein de choix, etc. Et donc Nicolas des 4 univers. Clairement, parce qu'ils ont plein de choses à dire et Malia est vraiment top. Bah écoute, super, en plus c'est un univers je connais pas trop pour le coup. Ok. Voilà. Bah en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je te propose qu'on termine par notre petite phrase habituelle. Alors Ibris, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode. Alors, Ibris. Bah on joue. Ouais. Alors tu joues quoi? Je joue. On recommence. Ouais. Ibris, tu joues quoi? Non, faut qu'on le fasse ensemble. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Alors Ibris, tu joues quoi? Ah oui. Tu veux qu'on le refasse? Je crois que je vais les laisser en fait. Okay. C'est drôle. Ah ouais. Alors Ibris, tu joues quoi?